Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence du Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Une conférence que nous proposons ce soir en partenariat avec les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial, dans le cadre de la Semaine de la biodiversité. Et cela signifie que cette conférence vous est présentée au musée, mais également, elle est également retransmise en direct sur le site internet de la mission UNESCO. Donc, je salue également toutes les personnes qui nous écoutent à distance. Donc, c'est une grande joie aujourd'hui de recevoir celui qu'on peut considérer comme l'un des meilleurs, des plus grands historiens des vins de Champagne, à savoir Benoît Musset, qui est juste à mes côtés. Donc, Benoît Musset est maître de conférence en histoire moderne à l'Université du Mans. Il est membre du laboratoire TEMOS et il est spécialiste des vignobles et de l'économie rurale, donc essentiellement sur les périodes 16e, 18e siècle. Il va conduire ce soir une conférence sur l'histoire environnementale du vignoble de Champagne des années 1650 aux années 1830. Donc, lorsque l'on s'intéresse à l'histoire du Champagne, il n'est en effet pas envisageable d'ignorer un ouvrage, qui est aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme un ouvrage de référence, que je vais vous présenter à tous et également donc aux personnes qui nous écoutent à distance. Donc, Vignoble de Champagne et vin mousseux, histoire d'un mariage de raison. Un ouvrage donc, de Benoît Musset qui est issu de sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Reims. Un ouvrage, comme vous pouvez le voir, extrêmement dense, riche en informations, 789 pages, s'il vous plaît, dans lequel, par exemple, Benoît Musset relève les signes de l'apparition progressive des vins effervescents au XVIIIe siècle. Vins effervescents qui ajoutent des besoins supplémentaires au sein de l'économie viticole, donnant lieu à de nouvelles adaptations, ce dont il va nous parler dans un instant, de nouvelles adaptations qui, pour certaines, peuvent faire écho à certaines situations que l'on peut connaître aujourd'hui en Champagne et dans d'autres régions viticoles. Une autre raison pour laquelle il me tenait à cœur de recevoir Benoît est le fait qu'il ait accompagné le musée lors de certaines réunions du conseil scientifique dans le cadre de l'élaboration du projet scientifique de la section Champagne du musée. Aussi, un grand merci, Benoît, un grand merci de rester fidèle à ce musée et plus largement au Champagne. Avant de céder la parole à Séverine Couvreur, vice-présidente de la mission UNESCO, Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, je voulais vous donner une petite information d'ordre pratique. Il faudra qu'on arrête cette conférence et l'échange avec le public à 19h45 précise. Aussi, si certaines questions ne peuvent pas être formulées ce soir, que ce soit donc dans la salle ou à distance, n'hésitez pas à nous contacter, musée ou la mission UNESCO, et on transmettra à Benoît, bien évidemment. Donc, je cède la parole à Séverine Couvreur qui va nous parler un peu mieux de la semaine de la biodiversité. Merci beaucoup, Laure, pour cette entrée en matière. Merci encore plus pour l'accueil qui nous est réservé par le musée. On a la chance d'avoir ce beau musée en Champagne qui fait partie de notre inscription et qui nous permet d'avoir un écrin à la hauteur des sujets qui sont abordés. Et merci donc, Laure, de nous avoir partagé ton programme qui a pu entrer parfaitement dans le cadre de cette semaine de la biodiversité. Semaine qui, en fait, a commencé il y a 2 ans. La mission UNESCO s'est intéressée à la journée de la biodiversité qui a lieu le 22 mai. Mais cette année, le 22 mai tombait un lundi. Et donc, il est très difficile d'avoir du public le lundi. Et finalement, que ce soit au niveau national ou que ce soit à notre niveau plus local en Champagne, eh bien, il s'est avéré qu'il était plus intéressant de pouvoir traiter des sujets tout au long de la semaine, ne serait-ce que pour profiter de la conférence de Monsieur Musset, que je remercie d'intervenir ce soir, sur cette thématique de l'histoire environnementale du vignoble depuis 1650 aux années 1830, et qui nous permet en fait de nous replacer dans une perspective historique
et de voir, c'est toujours intéressant, alors j'ai une petite formation d'historienne, je ne suis allée que jusqu'à la maîtrise, mais c'est vrai que je trouve toujours intéressant de pouvoir se replonger dans notre histoire pour avoir une meilleure lecture d'une part de la situation actuelle, mais également de l'avenir et de pouvoir se projeter, avoir des idées pour l'avenir. Donc, merci beaucoup de cette belle thématique. Et je tenais à vous rappeler juste rapidement ce que nous avons vu lors de cette semaine, parce qu'il s'avère qu'également cette conférence s'intègre parfaitement dans notre programme. Lundi, nous étions sur le terrain avec une maison de champagne, la maison Mouette et Chandon, qui nous présentait un site expérimental. Mardi, nous étions avec des étudiants du lycée viticole d'Avise qui passent leur BPREA, donc le brevet de reprise d'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes ici au musée et demain, nous serons à Reims à la bibliothèque Carnegie pour avoir une conférence sur une histoire beaucoup plus récente, puisque là, il s'agit des 40 dernières années du travail en fait sur cette question environnementale du comité Champagne, donc de la filière Champagne sur cette question environnementale qui sera donnée par Dominique Moncomble et qui nous donnera également l'occasion de replacer tout l'ouvrage qu'il a écrit avec le comité Champagne, Pierre Naviot notamment, sur ces 40 dernières années, de replacer cet ouvrage dans une collection repère de la mission Coteaux-Maisons et Caves de Champagne, qui nous permet de traiter plusieurs sujets. On a traité la rénovation des caves, un guide de rénovation des caves. On a aussi traité des sujets d'actualité des chartes paysagères sur les ENR, comment on traite les énergies renouvelables par rapport à une inscription au patrimoine mondial. Et nous avons comme ça une petite collection qui se crée et qui est particulièrement intéressante et qui s'enrichit de plus en plus. Donc, je ne serai pas plus longue et je vous remercie beaucoup, Monsieur Musset, d'être ici ce soir et de nous permettre d'avoir ce recul, cette prise de recul sur notre histoire. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de cette histoire environnementale du vignoble de Champagne. Alors, c'est pas des choses radicalement nouvelles par rapport à ce que j'ai fait dans ma thèse, mais c'est une relecture puisque l'historiographie, la manière de faire de l'histoire évolue, les questionnements évoluent. Et quand j'ai fait ma thèse qui a été soutenue en 2006, j'avais développé une approche assez économiste, sociale, mais pas du tout environnementale. Et aujourd'hui, je fais un peu mon mea culpa en me disant que dans le livre, par exemple, il n'y a même pas un chapitre sur la plante elle-même, ce qui peut paraître assez étrange. Et aujourd'hui, je m'en étonne moi-même. Alors, je vais développer plusieurs points successifs, mais ce que je voulais dire en introduction, c'est que le vignoble que je vais vous présenter, qui date d'il y a déjà plusieurs siècles, est à la fois très proche et très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, juste quelques points de repère. Ici, c'est le vignoble de la Marne en 1773. Donc, vous avez les limites du département. Et vous voyez que le vignoble correspond en grande partie à sa localisation actuelle. On a un très important vignoble autour de Vitry-François et j'ai passé celui de Saint-Dizier, mais qui était encore beaucoup plus important. Hein. Et vous voyez un petit vignoble en Argonne ici, il y avait des vignes jusqu'à Rethel, hein, et même plus au nord dans les Ardennes. Donc c'est un vignoble qui est différent aussi d'une autre, même si les grands équilibres, on reconnaît sans mal la carte actuelle du vignoble, mais avec des différences. Et ce vignoble, il est caractérisé par une abondante population. Alors, je n'ai pas trouvé un figuré absolument extraordinaire, je l'ai mis en rouge, ça ne se voit pas trop ici sur l'écran, mais j'ai remis en rouge tous les villages dans lesquels il y avait du vignoble. Et en fait, quand on compte à peu près le nombre d'habitants, on a quasiment la moitié de la population du futur département de la Marne.
qui vit dans un village viticole. Alors, tout le monde n'est pas forcément vigneron, mais on voit que le vignoble est l'activité qui est la plus pourvoyeuse de peuplement en réalité. Et je vous montrerai que quasiment 3/4 des gens travaillent de la vigne dans tous ces villages-là. Bon. Donc, voilà. Alors, juste pour introduire, et après je passe à mon premier point, j'ai remis ici, alors malheureusement, il y a le bandeau qui coupe un peu, trois éléments pour voir justement à la fois cette proximité, cette différence. Ici, on est à Chamery. Alors, c'est un document des archives départementales de la Marne que j'ai replacé sur une carte actuelle. Et vous voyez que, alors ici, c'est pas archi spectaculaire, c'est juste une portion du village de Chamery. On a les vignes au même endroit, sauf à cet endroit-là. Là, le front viticole se trouvait plus en arrière qu'aujourd'hui. Alors, on n'a pas planté des vignes dans cette partie-là, mais on voit la côte qui commence. Et donc, le vignoble occupait à peu près les mêmes terrains. Il n'a pas changé absolument d'endroit. Alors, c'est un peu plus spectaculaire à Chigny-les-Roses, où là, on a un beau plan également des années 1780 qu'on peut replaquer sur une carte. Alors, Chigny, c'est un tout petit territoire, en fait. Donc, ici, on voit que le front viticole, il s'arrête là par rapport à aujourd'hui. Mais alors, il faut imaginer sans doute que pour les villages voisins, c'était la même chose. Donc, en fait, toutes les vignes qui descendent ensuite au bas des versants n'existaient pas. Donc, globalement, le vignoble des années 1770, il est un peu moins étendu que celui d'aujourd'hui. Donc, toujours cette idée de proximité. On pense qu'on connaît parce que ces terrains portent toujours des vignes, mais ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Et tout est comme ça, on va le voir. Et ici, j'ai repris un plan de la Côte des Blancs. Alors, vous voyez, j'ai un peu forcé, j'ai fait une cartographie un peu brutale. Donc là, vous avez les vignes qui sont localisées. On est à la fin des années 1770, que j'ai remis à partir des quelques éléments de relief. Ce n'est pas encore hyper précis, il faudrait refaire mieux. Mais vous voyez que les vignes de la Côte des Blancs dépassent aujourd'hui très largement les vignes qui étaient identifiées au XVIIIe siècle. Alors, on retrouve le cœur de la côte, c'est toujours le même, mais les vignes sont plus étendues aujourd'hui et on avait d'autres cultures, notamment des céréales en bas des versants, et j'expliquerai rapidement pourquoi c'était tellement important de conserver ces terrains céréaliers. Alors, je vais aborder un premier point par rapport au climat. Alors, le climat, donc il y aura 4 points successifs. Alors, le climat, c'est quelque chose que j'avais traité dans la thèse et qui est vraiment évidemment important. Et donc, j'avais fait le grand déterminant des rendements dans le vignoble. Alors, c'est le grand déterminant des fluctuations des rendements, mais pas des rendements. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas énormément travaillé. Je vais y revenir après. Alors, cette période des années 1650 jusqu'aux années 1830 interviennent dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, donc c'est une phase de refroidissement qui va des années 1350 aux années à la seconde moitié du 19e siècle, et ensuite on a un réchauffement d'origine anthropique, aujourd'hui on est absolument certain. Et ce qui est surprenant, alors là je reviens un peu sur ma thèse, c'est que quand on regarde la carte du vignoble, on s'imagine que la Marne va avoir des rendements un peu limites parce qu'on est à la limite nord quand même de la viticulture. Et quand on regarde une carte de l'ensoleillement, j'ai repris une carte actuelle, mais les gradients sont à peu près les mêmes, on est dans les régions parmi les moins ensoleillées de France, donc on pourrait s'attendre à avoir des rendements et puis une qualité moindre. Or, c'est contre-intuitif puisqu'on se rend compte sur une carte que ça, c'est des rendements qui ont été évalués dans les années 1820. On a évalué les rendements tels qu'ils étaient avant la Révolution. Et en fait, les vignobles les plus au nord de France sont ceux qui ont les rendements les plus élevés. Alors, quand je dis rendements les plus élevés, pour l'époque, puisque vous voyez ici, et c'est écrit en tout petit, mais on est autour d'une trentaine d'hectolitres par hectare. Donc, c'était 30 hectolitres, c'est ce qu'on fait de mieux en France. Au XVIIIe siècle, donc personne ne dépasse ça. Et la Marne est la région viticole qui a les rendements les plus élevés. Et donc, quand on regarde le sud de la France, on se rend compte que c'est des régions qui sont hyper douées pour la viticulture et qui pourtant ont des rendements faibles. Alors, comment ça se fait? Évidemment, c'est lié à des techniques de culture et un intérêt pour la viticulture qui est tout à fait différent. Peut-être que c'est aussi le fait que la viticulture est
est plus facile. Donc, c'est une culture complémentaire et non pas une culture principale comme dans le vignoble de la Marne, qui est réputé à l'époque comme un des mieux cultivés du royaume. Et en fait, ces hauts rendements vont se maintenir pendant tout le 19e siècle. J'ai mis donc la même carte, 1805, 1808, 1826, 1828, et on voit le nord-est et la région parisienne qui sont en permanence la région qui a les rendements les plus élevés. Donc là, ce n'est pas pour des raisons climatiques, hein, ça paraît pas très, très logique. Et j'expliquerai après comment on arrive à ce miracle d'avoir des hauts rendements alors qu'on est dans les régions françaises qui sont les moins favorisées pour la viticulture. Bon, alors, donc ça, c'était un rappel, parce que c'est important d'avoir cette échelle de rendement. Alors, les rendements sont marqués évidemment par une forte irrégularité. Hein, donc, le climat va expliquer ces irrégularités. Alors ici, j'ai mis un graphique, c'est toutes les années, les unes à côté des autres, en fonction des rendements. Bon, donc vous voyez que alors j'ai 150 ans à peu près là de rendement, donc vous avez quasi une ligne droite. Bon, c'est pas tout à fait régulier, mais voilà. Bon, donc ça, c'est théorique, hein, puisque les années ne sont pas rangées dans l'ordre chronologique. Si je range dans l'ordre chronologique, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un peu plus brutal, hein, puisqu'on se rend compte que l'ancienne viticulture est soumise à des cycles extrêmement violents, hein, et des cycles qui posent question d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il y a des... Alors j'ai remis des flèches au-dessus, hein, les cycles sont de 10, 15 ans, parfois moins. Hein, donc il y a une espèce de récurrence des cycles qui doit s'expliquer, hein, moi je n'ai pas creusé la question, mais qui doit s'expliquer par des phénomènes climatiques à l'échelle mondiale, hein, des cycles de 10-15 ans. Qui explique des phases de haut rendement et des phases d'effondrement. C'est surtout les phases de froid, hein, qui sont très, 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 très significatives. Alors, 1722, c'est que je n'ai pas eu de données pour cette année-là, mais le minimum de rendement, quand il y a une colonne qui manque, c'est qu'on n'a pas de données. Par contre, 1709, vous voyez, on est à même pas on a 1 hectolitre par hectare. C'est quasiment la récolte nulle, hein, puisque 1709, c'est le fameux hiver qui a détruit une grande partie de la récolte. Donc, vous voyez, quand on dit on a une année catastrophique avant 1830, c'est vraiment une année catastrophique. Hein, des années qu'on n'a plus connues dans tout le XXe siècle. On n'a jamais connu des années aussi catastrophiques que ça. Hein. Bon, donc vous voyez, là, on est 1758, on descend à quoi 5 hectolitres par hectare. Après 1815, il y a eu une série de mauvaises années, 1816, une éruption volcanique dans le Pacifique qui a provoqué une éruption de cendres et qui a refroidi pendant 3 ans le climat à l'échelle mondiale. Donc les récoltes ont été catastrophiques, 1816, 1817, 1818, ça reprend petit à petit, mais là on le voit très nettement. Donc ces accidents, hein, je ne creuse pas, mais on a aujourd'hui les données pour les identifier très très bien. Et si on fait la gamme des accidents, ce qui arrive en tête, alors le plus dramatique, c'est le gel en 1709, hein, un gel qui a tué les vignes, une partie des vignes, hein, sans doute un tiers des ceps ont été détruits par le gel. Hein, donc un gel en janvier, en fait, ça a réchauffé en février, ça a regelé une deuxième fois en mars à moins 25. Hein, donc c'était un gel particulièrement violent. Les fortes pluies d'été également, hein, on a une récurrence assez importante. Et puis le pire, hein, en termes de fréquence, c'est les gelées tardives. Hein, j'en ai repéré 8 sur les 20 plus mauvaises années. En termes de rendement, il y a 8 années qui correspondent à des gelées tardives, parfois jusqu'en début juin. Hein, donc c'est vraiment on a un climat plus froid. Alors ça, c'est sans doute pas quelque chose à laquelle on va être confronté dans les années à venir, hein, puisque le réchauffement est acté pour plusieurs siècles, hein, puisque le CO2 ne disparaît pas, un temps de latence dans l'atmosphère qui est très très long. Donc ça, on ne le connaîtra pas. Hein. Mais c'est quand même important de voir ce que pouvait être la viticulture et toutes les contraintes que ça pouvait provoquer en termes de rendement. Évidemment, en termes de revenus, je vais l'évoquer rapidement maintenant. Voilà. Alors, les dates de vendange, hein, juste comme ça pour montrer qu'on était dans un autre monde. Ici, ce sont les dates de vendange à partir du 1er septembre. Hein. Donc 0, c'est le 31 août, là. 1er septembre. Et là, il manque beaucoup d'années. Hein. Malheureusement, je n'avais pas pu trouver des données pour toutes les années. Mais vous voyez que des vendanges ordinaires, c'est début octobre. On n'a jamais de vendange quasiment avant le début octobre. Alors, il y a une année exceptionnelle, là, en 1822, où on a démarré, ça doit être le 27 ou 28 août,
hein. Mais autrement, on a rarement des vendanges. Enfin, si à partir du 20 septembre, vous voyez, ça commence, hein, et une masse de vendanges qui peuvent aller parfois jusque début novembre, hein. On a eu des vendanges début novembre. Hein. Bon, donc ça, c'est un autre monde qu'on ne connaîtra pas avant très, très, très longtemps. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la date des vendanges a tendance à être de plus en plus précoce, hein. Ici, j'ai mis une ligne de tendance, mais il y a tellement d'années qui manquent que ce n'est pas extrêmement significatif. Voilà. Alors, les rendements, pourtant, augmentent, hein. Donc, malgré ce climat assez dur, hein, les rendements ont tendance à augmenter, puisque c'est ce que j'avais mis ici. J'ai mis une courbe, hein. Vous voyez, il y a des cycles extrêmement marqués, hein, tous les 10-15 ans, avec des effondrements des rendements et des récoltes. Mais dans l'ensemble, on a une tendance à la croissance des rendements, hein. Donc, finalement, malgré le froid, ce n'est pas si catastrophique que ça en termes de tendance, hein. Mais évidemment, quand vous avez une récolte catastrophique proche de zéro tous les 15 ans, ça va structurer l'ensemble de l'économie viticole. Alors, donc, ces fluctuations, elles ont un impact sur l'ensemble du vignoble. Évidemment, le premier, c'est le prix des vins. Et là, j'ai testé toutes les hypothèses possibles. Il y a d'autres collègues qui ont travaillé sur d'autres vignobles. Le seul déterminant des prix dans cette ancienne économie viticole, ce sont les rendements. C'est-à-dire que la qualité n'intervient quasiment pas. On peut avoir un vin de très, très bonne qualité. Dès lors que l'année est abondante, les prix n'augmentent pas. C'est vraiment la quantité disponible de vin qui fait les prix. Alors évidemment, quand il y a une très très mauvaise année comme en 1709, il va y avoir une légère compensation du prix par rapport au rendement, mais quand vous avez un hectolitre par hectare, le vin a beau valoir 180 francs le tonneau de 120 litres, ça ne va pas vous rémunérer quand même suffisamment. Bon. Donc vous voyez qu'en termes de prix, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucun lissage dans la durée. Et quand on parle de fluctuations, c'est des fluctuations absolument gigantesques d'une année sur l'autre, hein. Donc, ça veut dire qu'on a une économie qui va être extrêmement résiliente, hein, c'est un mot à la mode, mais pour s'adapter à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les revenus? Alors ça, c'est un graphique que j'ai essayé de faire qui pondère, qui est le revenu estimé d'un arpent de vigne en fonction du prix et des rendements. J'ai calculé les revenus. Alors ici, c'est des francs, hein. Et le coût de revient d'un hectare de vigne, c'est 100 francs, hein. Alors, ça varie avec le temps, mais je me suis dit, bon, on va mettre une droite pour voir. Donc, vous voyez, il n'y a que quelques années durant lesquelles les gens ne gagnent pas assez. Donc, c'est bizarre parce que je vous ai montré des récoltes absolument catastrophiques. Normalement, les gens sont en déficit. Vous voyez, il y a quand même des années, 1709, là, tout le monde l'a senti passer. On est largement sous la barre des 100. Mais vous voyez que dans le reste du XVIIIe siècle, ça arrive très rarement, hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens rentrent dans leurs frais? C'est que, en fait, ici, 100 francs, c'est un niveau théorique, mais les gens ne payent pas de main-d'œuvre. Ils font tout eux-mêmes. Donc, en fait, ces 100 francs, ça, c'est pour les vignerons, hein, c'est d'après les cahiers de doléances que j'ai repris cette ligne-là. Pour les propriétaires bourgeois qui embauchent des gens, alors eux, ils vont avoir une ligne qui est plus proche des 200, et eux, c'est plus difficile pour eux. Et ça va avoir un impact absolument énorme, c'est qu'en Champagne, il n'y a jamais de grande propriété viticole. C'est impossible de rentrer dans ces frais avec une viticulture aussi fluctuante. Au-delà de 3-4 hectares, ça coûte tellement cher d'entretenir les vignes, de payer des gens pour les faire. Si au bout du compte, 2 ou 3 années de suite, vous n'avez pas de récolte, c'est cuit, hein. Donc, les gens se limitent, 3-4, les bourgeois, 3-4 hectares. Alors, il y a bien les religieux de Pierry qui ont 10 hectares, enfin 20 hectares. À Auvillers, c'est pareil. Là, c'est une exception. Les religieux ont des capitaux énormes. Ils peuvent absorber des mauvaises récoltes, parfois plusieurs années de suite. Mais des propriétaires bourgeois de Châlons, d'Épernay, ils ne peuvent pas, hein. Donc, ça va avoir un impact sur la propriété viticole, hein. Voilà. Donc, alors ici, j'ai mis une deuxième courbe qui est par contre ce qui est nécessaire pour nourrir une famille. Donc ça, c'est les coûts de production. Ça, c'est ce qui serait nécessaire pour nourrir une famille. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus difficile et que les années de mauvaise récolte, il y a beaucoup de gens qui ne bouclent pas leur budget, hein, parce qu'ils sont obligés d'acheter des grains pour se nourrir. Donc, ça veut dire que même s'ils rentrent dans leurs frais pour la production, ils ne rentrent pas dans leurs frais pour manger. Donc, ça va déboucher sur des systèmes de dépendance, de crédit, d'avance d'argent. Donc, il va y avoir tout un système social qui aide les gens
pouvoir subvenir à leurs besoins. Hein. Donc, ce n'est pas des gens qui vivent très, très bien non plus. Hein. Donc, cette économie viticole, elle n'est pas prospère pour tout le monde. Hein. Ce sont des gens très besogneux, ces vignerons, qui travaillent beaucoup et qui, même s'ils ne perdent pas beaucoup sur leur exploitation, ils ne dégagent pas énormément de revenus. Bon, voilà. Donc ça, c'était un rappel qui n'est pas forcément utile parce que ça ne nous concerne pas pour l'avenir, pas avant plusieurs siècles, hein, c'est sûr, mais c'était un rappel parce que cette viticulture, elle est très différente de la nôtre. Alors, la viticulture, moi, c'est quelque chose qui m'échappait un peu dans ma thèse. Hein. C'est une culture pérenne et c'est un défi agronomique absolument phénoménal. Et ça, c'est une chose que je ne comprenais pas, en fait. Hein. Cultiver pendant plusieurs siècles la même plante sur une même parcelle, c'est une hérésie agronomique. Et pourtant, dans beaucoup de vignobles, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et avec un déploiement d'ingéniosité absolument phénoménal. Alors, les cépages, c'est un premier élément d'explication et puis d'adaptation également. Alors, les cépages, on croit tout savoir sur les cépages, mais on ne sait vraiment pas grand-chose. Hein. Pour les périodes avant le 19e siècle. Alors, Nicolas Bidet, hein, qui a écrit un traité sur la culture des vignes en 1759, il était gentil, nous a offert une gravure de cépage, mais évidemment, bien malin celui qui réussira à identifier le cépage dont il est question. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, heureusement, dans le texte, il a fourni un peu plus d'indications. Alors, ouf, on est rassuré, enfin, plus ou moins. On trouve bien le pinot noir, on trouve bien le pinot meunier sous un autre nom, Morillon noir, Morillon taconné. Mais la description est absolument totalement dénuée d'ambiguïté. Hein, voilà. Et puis le chardonnay. Alors le chardonnay, j'ai un peu triché parce que Nicolas Bidet, qui est un Rémois, alors il n'aime pas trop Épernay, il déteste la Côte des Blancs, et il nous dit qu'il l'appelle raisin blanc, il ne veut pas dire le nom. Hein. Là, je me suis dit que c'était comme dans Harry Potter, il ne faut pas prononcer le mot de Voldemort. Donc ça doit être la même chose, mais bon, il y a quand même assez peu de risques pour que ce soit autre chose. Mais là où on est un peu plus surpris, c'est que Bidet nous en cite d'autres qui sont parfois mélangés dans les mêmes parcelles. Et ça, je l'ai trouvé dans des documents. Hein. Donc, le pinot gris qu'on trouve en Alsace, il est totalement attesté à Verzy, Versonnet et Sillery chez le marquis du même nom. Le côte qui est appelé Samoiro, Samoiro, Xerrois, dont l'autre nom est la Malbec, donc le vin de Cahors. Hein, donc, il faut s'imaginer ce cépage dans la région. Donc, on ne l'a plus. Le Tressaut, qui est un cépage quasiment en voie d'extinction, que Bidet recommande parce qu'en fait, il mûrit beaucoup plus tard que le pinot. Et donc, on en met au milieu des pinots, ce qui va donner de l'acidité en plus. Et il dit, les vins se conservent mieux. Donc, on va mettre des Tressauts pas mûrs ou pas assez mûrs avec les pinots et ça stabilise les cuvées. Bon. Donc, dans la même parcelle quand même, ça nous paraît un peu tordu aujourd'hui. Hein. Et puis, le Mélier, hein, qui est encore dans l'appellation. Voilà. Alors, on trouve d'autres descriptions. Hein. Dans les années 1820, des médecins qui font des descriptions des territoires décrivent des cépages. Donc, on trouve encore des cépages de l'appellation ici. Hein. On est dans la vallée de la Marne, entre Binson et Reuil. Hein. C'est la description la plus détaillée, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, Pinot noir, Pinot meunier et le Mélier qui s'y trouve, mais on va trouver des invités surprises comme le Gamay, le Teinturier, le Chasselas doré et le Gouais blanc, hein, qui était vraiment un cépage qui était présent dans toute la France. Hein. C'est des gens qui veulent planter des vignobles dits de tradition, il faut qu'ils se lancent dans le Gouais blanc parce que là, c'est quasiment 100% de réussite, c'est vraiment de la tradition, même si elle a beaucoup disparu. Voilà. Donc les cépages sont pas tout à fait les mêmes que de nos jours. Et alors c'est la même chose en Bourgogne, ils ne veulent pas l'admettre, hein, mais il y a du Gamay mélangé avec les pinots noirs dans les mêmes parcelles hein, au XVIIIe et XIXe siècle. Hein. Alors pourquoi on fait ça comme je l'ai dit, hein, pour stabiliser les cuvées et puis pour diviser les risques. Hein, en cas de mauvaise récolte ou de gelée tardive, le cépage qui a une floraison plus tardive par rapport à l'autre, il va rattraper un peu la récolte. Donc on diversifie au maximum pour essayer de limiter les risques. Hein. Donc c'est plutôt bien pensé, même si ça devait donner des vins très surprenants, en tout cas pour nous, hein, ça paraît un peu surprenant. Alors, la pérennité de la vigne, elle va être assurée, comme de nos jours, hein, par quatre principaux piliers que j'ai remis ici.
Donc, la reconstitution des sols. Alors ça, c'est quelque chose à côté de laquelle j'étais totalement passé à côté, hein, vraiment, la reconstitution des sols. Donc, je les énumère, mais je vais revenir sur la reconstitution des sols parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Le renouvellement du peuplement, je peux y passer tout de suite, c'est le provignage. Donc, vous connaissez le principe, hein, il s'agit de reproduire la vigne sur place. Donc, au départ, on plante une nouvelle vigne en rangée, ce qui n'arrive quasiment jamais, hein, parce que personne à l'époque n'a racheté vigne sauf après du gel. Donc, en fait, elles ont été plantées à une date immémoriale. Et quand on arrache un cep, eh bien, on va combler le trou en reproduisant un cep d'à côté, en mettant des branches en terre. Donc, ça donne des densités à l'hectare qui sont très, très, très élevées, mais qui permettent de rajeunir en permanence le vignoble. Hein. Donc, comme ça, il n'y a pas d'année creuse. Voilà. Alors, la croissance, la taille, je ne vais pas en parler. Hein, les techniques sont assez proches de celles d'aujourd'hui, donc je n'y reviens pas. Et puis, l'élimination de la concurrence, j'en parlerai un peu plus loin, mais c'est quelque chose qui est absolument phénoménal. Quand on va voir les comptes, moi, j'avais travaillé sur les religieux de Pierry qui notent tout pendant plusieurs années. Et c'est le premier poste de main-d'œuvre, arracher des herbes dans les vignes. Les vignes ne sont pas enherbées au XVIIIe siècle. Les vignerons passent leur temps à arracher les herbes qui sont dans les vignes pour limiter la concurrence. Hein. Voilà. Alors, le plus gros problème, c'est vraiment la reconstituer les sols. Et Bidet nous explique un peu comment ça se passe. Évidemment, c'est du fumier. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. On n'a que les fumiers sur place et des fumiers des villages viticoles, hein, parce que le fumier, c'est très compliqué à transporter. On doit en acheter des villages voisins, mais on ne peut pas en faire venir de plus loin. Donc, le vignoble doit forcément être autosuffisant. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'empiriquement, Bidet, Nicolas Bidet, hein, donc nous décrit en qualité hein, les fumiers dans son livre, et donc il les classe par qualité. Alors, c'est intéressant parce qu'il a mis le fumier d'homme en deuxième, et c'est un des seuls auteurs de traités viticoles qui ose en parler. J'ai regardé dans les autres, d'autres régions, et les gens n'en parlent pas. Ce qui paraît complètement improbable parce que les gens ont déversé leurs excréments sur le tas de fumier. Donc, il est utilisé, hein, évidemment, les excréments humains. Alors, j'ai repris en composition azote, potassium, phosphate, azote, potassium et... Pardon ? Bref. Et vous avez les phosphates potassium, c'est ça. Et donc, vous avez les quantités aujourd'hui. Et en fait, c'est Bidet, empiriquement, il a constaté que le fumier de volaille, c'est celui qui dopait le plus les vignes, et c'est effectivement celui qui contient le plus d'azote et de très, très loin. Alors, le problème, c'est que les volailles produisent beaucoup moins d'excréments que les bovins. Donc, on n'en a pas des masses, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'empiriquement, les gens savaient tout à fait évaluer l'apport du fumier. Hein. Le fumier de porc, vous voyez, c'est le dernier. Alors, c'est le plus homogène. Hein, il apporte pratiquement autant des trois principaux nutriments, mais c'est globalement le moins riche. Bon. Donc, ce qui va intéresser les producteurs, c'est ovins, bovins, chevaux, plus les porcs, hein, évidemment. Voilà. Alors, comment on fait ? C'est très compliqué. Alors, j'ai repris ici une carte. On est toujours en 1773, que l'intendant de Champagne avait fait une grande enquête dans toute la Champagne. Donc ici, j'ai repris pour la Marne le nombre de bovins et de chevaux. Alors, le vignoble, vous voyez, c'est pas super spectaculaire. Hein. Vous avez, alors là, c'est la vallée, c'est la Marne. Hein. Donc, le long de la Marne, il y a des prairies humides, donc on peut nourrir beaucoup plus de bestiaux que dans le reste. En Argonne également, on a un réseau hydrographique développé, des prairies humides, donc pas de problème. Là, en plein cœur de la Champagne, c'est plus difficile. Hein. Mais dans le vignoble, on n'est pas ni plus avantagé ni plus désavantagé. Hein. Donc, il y a un bétail qui ne paraît pas absolument fulgurant pour produire une masse de fumier. Bon, voilà. Alors, j'ai fait quand même des calculs, et là, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc là, on est à l'échelle toujours de la Marne. J'ai remis le vignoble ici pour donner le point de repère. Et j'ai calculé le fumier par hectare de terre qui était produit chaque année. Donc, et on voit là que le vignoble, il apparaît. Donc, en fait, avec des superficies assez limitées et un nombre de bovins et de chevaux qui paraît modeste, en fait, comme les territoires viticoles sont tout petits,
la carte que j'ai mise avant, elle est pas représentative parce qu'en fait, le vignoble nourrit énormément d'animaux sur de tout petits espaces parce que les territoires des villages viticoles, en général, ils sont tout petits. Donc, en fait, ça se voit pas trop sur la carte, mais c'est une véritable prouesse de nourrir autant d'animaux sur toute la côte ici. Et en fait, on voit ici que par hectare de terre cultivée, parce qu'il y a aussi des vignes, beaucoup de vignes de bois dans les villages viticoles. Et donc, finalement, les villages viticoles arrivent à produire beaucoup plus de fumier que la moyenne. Et en fait, c'est inévitable et c'est même indispensable pour les villages viticoles de produire une masse de fumier. Alors, par rapport à ce que dit Bidet, hein, ici, on a 2,5 tonnes par hectare. Bidet, il veut mettre, lui, je ne sais plus, j'ai calculé, enfin, c'est plus de 10 tonnes par hectare, alors tous les 7-8 ans. Donc, personne n'arrive à faire ça. Donc, je ne sais pas où il a pioché ces chiffres-là, Nicolas Bidet, mais en moyenne, par rapport à la viticulture biologique, je crois qu'on est, les gens qui utilisent du fumier d'animal, ils sont un peu au-dessus, ils doivent être à 3-4 tonnes. Donc ça veut dire que même les villages les plus performants ne peuvent pas arriver à des performances qu'on peut avoir en viticulture biologique aujourd'hui. Donc il y a un problème sur la reconstitution des sols et notamment des nutriments. Le vignoble produit énormément de fumier et on met dans les vignes et c'est un boulot absolument énorme, hein. Tout est transporté par les animaux. Après, les gens mettent ça dans des hottes sur le dos, 25 kilos de fumier et ils mettent ça par... Enfin, quand il faut faire ça, c'est absolument terrible. Et c'est un des goulots d'étranglement. Et c'est l'explication des rendements, alors à la fois des 30 hectolitres qui sont déjà élevés, mais pourquoi on n'arrive pas à 40-50 ? Parce qu'on n'est pas capable de nourrir suffisamment les sols pour porter des vignes suffisamment abondantes. En région parisienne, ils arrivent à 80-90 hectolitres par hectare au XVIIIe siècle. Pour une raison, c'est que les vignerons rachètent les boues parisiennes, les excréments des chevaux et des Parisiens. Ça donne lieu à tout un commerce, c'est récupéré systématiquement. C'est un produit dopant pour tous les maraîchers parisiens et le vignoble parisien. 80 hectolitres par hectare dans les années 1780, c'est absolument inconcevable. Personne ne fait ça. Personne ne peut le faire, sauf autour de Paris, parce qu'on a cet engrais absolument extraordinaire. Bon. Alors, ils mettent tout un tas de trucs aussi. Bidet nous dit dans les vignes. Alors, comme on n'a pas assez de fumier, on utilise d'autres choses. Donc, les débris végétaux, ça marche aussi, notamment le marc de raisin, les feuilles, ce qui est un vrai problème pour lutter contre les insectes, j'en dirai juste un mot après. Les cendres, alors il y en a d'autres également, de la chaux, de la craie, des gravats issus de bâtiments en démolition. Et puis de la terre végétale. Alors là, c'est plus fumier, c'est de l'amendement, mais le terrage dans les vignes, c'est comme mettre du fumier. On fait ça tous les 10 ans, puisque la plupart des vignes étant sur des terres en pente, la terre, elle ruisselle. Donc ceux qui sont en bas, ils sont contents, parce qu'ils récupèrent la terre des autres. Mais tous les 10 ans, il faut remonter la terre. Donc aussi, il faut imaginer, c'est des gens qui vont aller reprendre de la terre en bas des vignes, la remonter en haut, et puis éventuellement apporter de la terre végétale d'ailleurs. Donc ça, ils le font, et Bidet le dit. Donc des gens vont ramasser de la terre ailleurs, ils la mettent dans le vignoble. J'en parlais avec Laure tout à l'heure, c'est la même chose en Bourgogne, et un collègue géologue a retrouvé de la terre qui venait même de ballast de chemin de fer pour stabiliser les sols. On avait récupéré des gros cailloux à la fin du 19e siècle qu'on avait déversés dans une mine, on avait remis de la terre par-dessus pour stabiliser. Bon, donc c'est des choses qu'on fait dans les périodes anciennes, faute de mieux. Bon. Alors, également, la culture pérenne est menacée par les insectes et on est en plein dedans aujourd'hui. Et évidemment, la monoculture, c'est jouer à la roulette russe. Plus on a un peuplement homogène, plus les insectes et organismes qui veulent se nourrir de cette plante vont se développer. Alors, ces insectes nuisibles, alors, qu'aurait donné cette viticulture avec le phylloxéra? Alors, elle a été terrassée. C'est un miracle que le phylloxéra soit arrivé qu'au 19e siècle, parce que les commerces atlantiques, ça démarre quand même au 16e siècle. C'est un miracle que le phylloxéra n'ait pas touché les vignes européennes bien avant. Et on a trouvé des méthodes. Alors, on aura peut-être trouvé aussi, mais
au XVIIIe siècle, ça a quand même été difficile. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chenilles, les fourmis rouges, donc Bidet, pas très inquiet, il faut les ébouillanter, donc ça va. Mais les insectes les plus dangereux sont ici. Alors, le molpe, le gribouris, la bêche, le coupe-bourgeon, hein, ce sont les 3 insectes vraiment les plus dangereux. Le hanneton fait pas mal de dégâts. Et puis, alors, les escargots, Bidet, une solution très écolo, c'est les ramasser hein, et puis de les manger. Hein. Bon, donc, il le dit très clairement. Il dit, mais il y a des gens qui ne veulent pas le faire, mais les vignerons, ils font ça, ils sont très contents. Donc pourquoi pas hein, voilà. Alors, ces 3-là, hein, la bêche en particulier, c'est celui qui revient le plus au XVIIIe siècle. Donc, c'est un insecte qui pond dans les feuilles, qui enroule en forme de cornet. Et puis, après, une fois que les œufs éclosent, c'est la catastrophe. Alors, on est tout à fait conscient des moyens de lutte. Hein. On a plein de moyens de lutte hein, pour quand le molpe apparaît ou le gribouris, il faut ramasser les feuilles infectées et les déposer des vignes et les brûler. Hein. Sauf que les gens ne veulent pas le faire. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce que les feuilles de vigne, on s'en sert comme fourrage pour les animaux. Le fumier est absolument indispensable. Donc, on va récupérer les herbes. Pourquoi ils ramassent les herbes dans leur vigne tout le temps? Ils ne vont pas les jeter à la déchetterie, ils vont les donner également, les mauvaises herbes, entre guillemets, ils vont les donner à leurs bestiaux. Donc, les feuilles de vigne, c'est la même chose. Donc, elles sont ramassées et les propriétaires bourgeois qui s'en fichent un peu obtiennent un règlement 1765 de l'intendant qui oblige les gens à le faire. Et le subdélégué, donc une espèce de sous-préfet, hein, d'Épernay, écrit à l'intendant pour lui dire que vraiment les vignerons ne veulent pas le faire. Il faut les obliger, ils ne veulent pas. Hein, ils font ça en cachette, et ils ramènent les feuilles chez eux. Évidemment, les insectes s'enfuient et ils vont infecter les vignes des gens devant chez qui on passe. Bon. Donc, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc, c'est des insectes qui sont combattables, hein, on va dire, mais c'est la mise en application des moyens de lutte qui est vraiment difficile pour des raisons sociales et puis environnementales. Hein. Vraiment, cette question du fumier et de la nourriture des animaux est absolument capitale. Alors, les animaux, on va les envoyer aussi dans les forêts. Hein. J'en avais trouvé plein, des procès-verbaux de gardes-vignes qui interceptent des animaux, qui vont brouter dans les forêts. Enfin, on utilise tout ce qu'on peut pour les nourrir parce que cette production de fumier, elle est absolument indispensable pour maintenir la pérennité de cette vigne. Alors, la contrainte énergétique, ça c'est un 3e point. Je vais juste aborder 2 choses, je crois, qui est aujourd'hui un peu... qui ressort évidemment dès que le prix du pétrole augmente et puis si on envisage l'après-pétrole, la contrainte énergétique, elle ressurgit. Alors comment faisait-on sans? Évidemment, on fait tout à la main. On fait tout à la main avec les animaux quand c'est possible, mais c'est la viticulture vraiment biologique, ça fait travailler beaucoup de monde. Ça casse aussi, hein, ça casse les articulations, ça casse le corps. Hein. Alors ici, je remets un graphique que j'adore parce que c'est des historiens, un historien italien et un anglais, une norvégienne qui ont fait ce graphique, qui est l'estimation des sources d'énergie dans les économies pré-industrielles. Donc, vous avez le vent et l'eau, 1 à 2%, c'est négligeable, c'est capital, hein, mais en quantité, c'est négligeable. Bon. Food, alimentation humaine, 1/4, on va dire pour simplifier. Fourrage, 1/4 pour les animaux qui ensuite vont travailler. Les hommes ont besoin de nourriture pour manger, donc 1/4. Et le quart restant, c'est fuel, c'est le bois en fait de chauffage, le bois qu'on va brûler. Bon, alors évidemment, pour pratiquer la viticulture, le fuel, on n'a pas besoin, le bois à brûler, on n'a pas besoin, mais les gens en ont besoin chez eux quand même pour se chauffer, hein, sinon, évidemment, ils ont beau manger, s'ils ont trop froid, ça va être embêtant. Bon. Et le fourrage, on en a besoin aussi. Alors, ce travail manuel, voilà ce que ça donne sur une année par arpent. Alors, je n'ai pas calculé par hectare, mais par arpent, donc à peu près 0,40 hectares à Pierry. Ça fait 192 jours par an. Donc, un demi-arpent, on va dire, enfin un demi-hectare, hein, simplifié, c'est 192 ou 192 jours de travail par an, uniquement dans les vignes. Hein.
Donc, ça veut dire que pour faire du vin et s'occuper d'autres choses, s'occuper des animaux, et puis il y a beaucoup de vignerons qui ont quelques champs céréaliers aussi, bon, qui font tout un tas de choses aussi, hein, qui réparent leur maison. L'année est quand même très, très bien remplie. Donc, ils passent 192 jours par an dans les vignes. Ça, c'est les religieux qui ont payé des gens sur leur propre vigne, hein. Donc on arrive à savoir à peu près. Et vous voyez que l'occupation principale dans les vignes, c'est pas tailler ou même provigner, c'est labourer. Mais quand on dit labourer, Bidet nous explique ce que c'est labourer. En fait, labourer, c'est sarcler. Donc on ne laboure pas les vignes, hein, on ne laboure pas avec les animaux, hein, déjà c'est impossible, hein, les vignes sont tellement embrouillées, c'est des vignes en foule, on ne peut pas rentrer avec des animaux. Bon. Donc on ne les laboure pas, mais à la houe, on va remuer la terre une grande partie de l'année, dégager un peu les racines ou au contraire les remettre de la terre dessus en fonction de la saison. Et puis également éliminer les mauvaises herbes. En fait, sarcler, c'est ça, hein. Donc, ils sont en train de sarcler très, très souvent. Alors, les vendanges, évidemment, un deuxième poste, hein, ça occupe 30 jours par an, mais 30 jours, en fait, sur 10 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut embaucher énormément de gens, comme aujourd'hui, sur une période très limitée. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît encore, puisque nous n'utilisons pas de machines dans la région. Ouais. Bon, donc une année très très bien remplie. Alors les amendements, ici, pour les religieux, c'est estimé à 5 jours. À mon avis, c'est assez sous-estimé. Et puis, ça revient tous les 10 ans, hein. Donc, j'ai fait une moyenne, mais l'année où vous devez fumer votre harpon de vigne, ça va vous prendre une trentaine de jours, je pense, hein. Comme on le fait tous les 10 ans, évidemment, par an, ça n'a pas l'air spectaculaire, mais l'année où il faut le faire, c'est pas l'année idéale, hein. Bon, donc, le travail viticole repose intégralement sur du travail manuel. Et la conséquence, c'est ça. Donc ici, j'ai repris 9 localités viticoles des années 1770-80 à partir des registres d'impôts où on a des mentions très précises de profession. Et donc ici, il y a 9 villages viticoles, hein, où là, vraiment, le vignoble est l'activité principale. Les vignerons, c'est 60% de la population, et vous avez 7% de manouvriers journaliers qui viennent donner un coup de main en plus. Bon. Et puis, si on rajoute des artisans qui, pour la plupart, ont des vignes, qui les travaillent et cultivent eux-mêmes, on ne va pas chipoter, on va dire que 3/4 des gens travaillent dans les vignes. Et on ne peut pas faire autrement, hein. Il y a du travail pour 3/4 de la population du village dans les vignes, hein. Et donc, si on n'a pas autant de gens qui travaillent dans les vignes, il n'y a pas de vignoble, hein, voilà. Donc là, c'est une contrainte énergétique absolument majeure. Et il est certain que si on renonçait à une partie de la mécanisation, on arriverait forcément vers un gonflement des actifs viticoles, hein. Ça, c'est travail dans la vigne, ça serait évidemment inévitable, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va connaître encore jusqu'à la fin du 19e siècle et une partie du 20e siècle, hein. Voilà. Mais c'est structurel, hein. C'est lié au fonctionnement énergétique de ces sociétés qui n'ont pas le choix de faire autrement. Alors, l'énergie animale, deux mots, hein, qui est un complément indispensable. Les animaux ne rentrent pas dans les vignes, mais par contre, pour toutes les tâches de transport, c'est eux qui sont absolument indispensables. Alors, Nicolas Bidet a publié dans son ouvrage une gravure de Bidet, donc je l'ai mis. Alors, sans doute un peu par facétie, hein, les gens aiment bien construire des armoiries qui sont construites sur des jeux de mots par rapport à leur nom de famille. Donc, comme il s'appelle Bidet, je pense qu'il tenait à avoir une gravure de Bidet dans son livre. Mais en tout cas, l'âne ou le bidet sont des animaux qui sont extrêmement répandus et qui sont utilisés pour transporter la terre, le fumier, les vendanges. Donc, on en a besoin une grande partie de l'année, hein. Donc, beaucoup de vignerons ont ces animaux. J'ai remis un graphique ici, alors qui n'est pas super lisible, hein, mais en bleu, vous avez les chevaux. Donc, tout le monde n'en a pas. Alors ici, c'est classé, en fait. Ici, c'est des gens qui n'ont pas de vigne, hein, et plus on avance là, plus les gens ont des superficies importantes, hein. Donc, c'est pour ça que plus vous avez des vignes, plus vous avez des animaux. Bon, je n'ai pas mis les superficies, j'aurais dû faire un graphique plus compliqué. Mais les gens ont soit un cheval, soit un âne. Vous voyez, il y a rarement du gris et du bleu en même temps, hein. L'âne, c'est vraiment le cheval du pauvre. Alors, Bidet nous dit que l'âne, finalement, il est pas mal parce qu'il fait beaucoup moins d'à-coups et quand il transporte les vendanges,
les raisins qui viennent d'être cueillis n'abîment pas les grappes parce qu'il y a une démarche beaucoup plus souple que celle du cheval qui est plus brutale. Donc, il est plutôt favorable aux ânes. Bon, j'ai mis les vaches également, hein, mais qui ne travaillent pas dans les vignes, évidemment. Mais c'est cheval ou âne. Voilà. Donc, ils sont absolument, oui, alors là, je ne suis pas revenu au bon endroit, qui sont absolument indispensables. Alors, l'alimentation du vignoble, c'est un point qui est lié à ça, hein, donc grosse main-d'œuvre viticole, donc des villages avec une population extrêmement abondante, hein, parce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre, sinon le vignoble ne peut pas être cultivé. Bah forcément, puisqu'on cultive des vignes, bah, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc, les grains, on n'a pas de place hein, pour les grains. Et les villages viticoles sont totalement dépendants pour leur ravitaillement de l'extérieur. Et les autorités estiment que le vignoble peut se nourrir pendant 3-4 mois de l'année, pas plus. Donc, tous les villages viticoles sont une exception hein, dans le monde rural de l'Ancien Régime, dépendent d'autres villages pour leur ravitaillement. Donc, la monoculture viticole implique une chaîne de dépendance par rapport à d'autres villages. D'habitude, c'est les villes hein, qui se ravitaillent comme ça, mais dans les régions rurales, la plupart des villages de France sont autosuffisants. Hein, ce qui ne veut pas dire que tous les paysans sont autosuffisants, pas du tout. Hein. Mais par contre, moi, quand j'étudie la Sarthe, j'ai des statistiques assez précises pour le début du 19e siècle. Il doit y avoir 2-3 villages dans la Sarthe qui achètent des grains pour se nourrir, hein, pour faire du pain au village d'à côté, mais c'est le bout du monde. Hein. Et là, vous avez une centaine de villages qui dépendent de l'extérieur. Et ici, j'ai remis la production de grains par habitant. Donc, en fait, c'est le nombre d'hectolitres. Donc, on va dire qu'une personne peut consommer entre 2 et 3 hectolitres de grains par an. Donc, ça veut dire que dans le vignoble, vous voyez, bah, vous avez... par habitant, vous avez 1 hectolitre, donc un tiers maximum de la consommation de l'année. Donc ces grains, ils viennent d'où? Bah, la carte le montre, hein, de la fameuse Champagne pouilleuse, qui n'est pas si pouilleuse que ça, hein, parce que finalement, elle produit quand même des excédents céréaliers pour nourrir la ville de Reims. Hein. Il y a quand même 27 000 habitants à ce moment-là, qui se nourrit aussi grâce au sud des Ardennes. Hein. Le sud des Ardennes, c'est le grenier à blé pour Reims. Hein. Tous les bourgeois de Reims ont des terres dans cette région-là. Il faut nourrir Châlons. Hein. Donc, vous avez aussi donc, cette zone qui n'est pas si mauvaise que ça. La région de Cézanne est la plus polyvalente, hein, produit davantage de grains. Mais vous voyez, là, on retrouve tout le vignoble, toute la montagne de Reims, on la voit bien, la vallée de la Marne, la côte des Blancs. Donc là, ce sont des villages totalement dépendants de l'extérieur. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, en termes de dépendance énergétique, c'est pas du pétrole, hein, évidemment, mais c'est des céréales qui viennent de plus loin. Donc, le vignoble implique une série de dépendances, hein, évidemment. Hein, c'est ce qu'on appelle le métabolisme hein, en histoire environnementale ou en géographie. Hein, c'est tout ce qui rentre et qui sort, toute la matière qui rentre et qui sort. Donc, évidemment, le vignoble consomme des grains pour nourrir sa main-d'œuvre et va exporter ensuite du vin. Et tout ça, c'est une chaîne de dépendance. Hein, et évidemment, les excréments, le fumier, c'est ce qu'on essaie de conserver. Il ne faut surtout pas que ça parte à l'extérieur. Hein. Bon, donc, ce métabolisme du vignoble, le vignoble est condamné, tous les vignobles sont condamnés à une dépendance extérieure. Hein, dans ces économies pré-industrielles, ça, c'est inévitable. Hein, voilà. Alors, le dernier point, c'est l'empreinte croissante. Alors, le vignoble, dans ma thèse, je trouvais extraordinaire les courbes de vin qui augmentent, on vend de plus en plus de vin. Le vignoble la superficie viticole a augmenté de 50% au XVIIIe siècle. Donc, on a planté. Bon, donc c'est très bien. Mais quelle est la conséquence de ça? Est-ce que la région est capable de supporter ça? Ben, c'est limite, en fait. Et un des goulots d'étranglement, c'est le bois. Puisque le vignoble, ça je vais vous le remontrer juste après, le vignoble est consommateur de bois, alors les échalas, hein, évidemment, pour tenir les vignes. Alors les échalas, on peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans, hein, mais ça dépend du type de bois, ça dépend de la manière dont ils sont conservés. On ne peut pas les rentrer chez soi, donc l'hiver on le laisse dans les vignes, forcément, ils vont pourrir plus vite. C'est une consommation absolument gigantesque. Les tonneaux, hein, alors les tonneaux, on va les renouveler tous les ans. Alors, les tonneaux qu'on va vendre à Paris ou dans les Flandres, ou les tonneaux qu'on utilise pour les vins qu'on va mettre en bouteille, c'est des tonneaux neufs, systématiquement.
Par contre, pour leurs propres boissons, les vignerons utilisent des tonneaux usagés qui ont déjà contenu 2 ou 3 récoltes. Donc, évidemment, en termes de salubrité, d'équilibre des vins, ça ne va pas donner des choses extraordinaires. Donc, ils sacrifient leur propre consommation. Mais par contre, pour les vins qu'ils vont vendre, là, ils prennent du bois neuf. C'est assez cruel de voir des gens qui vont se pénaliser sur leur propre boisson pour privilégier ce qu'ils vont vendre à l'extérieur. Et puis les pressoirs. Alors, pressoirs, on ne le refait pas tous les ans. Pressoir, ça a une durée de vie très très longue. Il y a toujours des pièces qui cassent. Mais les deux, on va dire que les 3/4 de la consommation de bois du vignoble, c'est les échalas, c'est les tonneaux, je n'ai pas mis les cuves également. Bon. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Alors là, c'est assez étonnant. 1773, j'ai mis sur le même graphique, la même carte, les vignes et les bois. Bon. Et vous voyez qu'il y a une correspondance quasi parfaite entre les villages viticoles et les forêts. Bon. Ce qui signifie que le vignoble, en fait, ne peut pas survivre sans forêt. Alors, on pourrait transporter du bois d'Alargonne. Alors, c'est ce qu'on fait pour les tonneaux. Moi, j'avais trouvé à Reims, depuis la fin du XVIIe siècle, les tonneliers rémois se plaignent parce qu'on achète des tonneaux en argonne. Ce qui est logique, parce que plus la production de vin augmente, quand on a planté 50% de vignes en plus au XVIIIe siècle, on produit plus de vin. Et donc, c'est plus de tonneaux. Et donc, on dépend de l'argonne. Et ça, c'est nouveau. Avant la fin du XVIIe siècle, visiblement, on arrivait à se débrouiller avec les ressources en bois locales. Alors, j'ai calculé, j'ai plus le chiffre sous les yeux, la consommation de bois. Donc, on a 47 000 hectares, si on prend Cézanne et Pernay-Reims. 47 000 hectares. On dit, bon, on va pouvoir voir venir. Sauf que tous les ans, on ne va pas couper 47 000 hectares, on n'en coupe que 2 000 hectares. Sur des rotations à 25 ans, évidemment, quand on a coupé un endroit, il faut attendre 25 ans que ça repousse. Donc, on coupe une seule partie, on coupe un 25e tous les ans. Donc, ça va nous donner 280 mètres cubes de bois. Là-dessus, le vignoble absorbe 32% de la production de bois de la région. J'ai repris les chiffres de André Corvol, qui est une grande spécialiste des forêts. Donc, les échalas et le sol, c'est 19% de tout le bois produit dans la région. Les tonneaux, c'est autour de 12%. Le chauffage domestique, c'est 57%. Et puis, les autres usages, c'est 11%. Donc, en fait, la situation est très tendue, en fait. Donc, on comprend pourquoi il faut aller chercher en argonne. Et par rapport au vin aux bouteilles que je vais évoquer pour terminer, ça pose des problèmes. Parce que les vins en bouteille vont consommer encore plus de bois, ce qui paraît bizarre au premier abord, mais ce qui est extrêmement logique. Donc, la mise en bouteille marque un élargissement du métabolisme. Alors, dans ma thèse, je voyais la mise en bouteille comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a tous en tête ce tableau avec l'essor des vins en bouteille, la fascination pour le vin mousseux, donc ce célèbre tableau de 1734. Ça, c'est la face heureuse du vin de Champagne, des prix très élevés, une consommation aristocratique, une production qui explose au XVIIIe siècle. Bon. Le problème, c'est que les vins en bouteille vont entraîner une pression supplémentaire. Alors, les bouteilles, on ne peut pas les produire sur place parce qu'on n'a pas de verrerie. De toute façon, on ne pourrait pas avoir de verrerie puisque la production de bois, elle est déjà au taquet. On ravitaille en bois Reims, Châlons et puis les villages eux-mêmes. Bon, donc l'argonne va être mise à contribution pour la verrerie. Et pendant tout le XVIIIe siècle, l'argonne est le fournisseur quasi exclusif du vignoble. Donc, sans l'argonne, il n'y a pas de vin mousseux, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Il y a des verreries au charbon de terre en Angleterre. Il y en a dans le nord de la France. Alors, les négociants dans les comptes de Mouette, de Jean-Rémy Mouette dans les années 1790, on voit qu'il commence à acheter des bouteilles dans le nord de la France qui sont chauffées au charbon parce qu'on consomme de plus en plus. Mais quasiment jusqu'à la Révolution française, on n'en achète pas ailleurs. En Argonne, il y a énormément de forêts, une consommation pour le chauffage qui est limitée. Il y a des forges, c'est aussi pour ça qu'il y a des forges dans cette région-là, et des verreries. Donc, les deux sont absolument séparables. Alors, ce n'est pas spectaculaire, ça reste la région, mais c'est quand même un élargissement absolument considérable qui permet de comprendre que le vignoble n'est pas un isolat qui dépend de la région environnante pour sa nourriture. Là, maintenant, pour les vins en bouteille,
Alors, les vins en bouteille vont consommer également des caisses. Alors ça, je n'ai pas pu le calculer, mais c'est quelque chose qui est assez énorme, hein. Les vins en bouteille sont expédiés dans des caisses de 60, 80, 100, 120 bouteilles. Et chaque année, c'est des milliers de caisses qui partent. Et alors, les échalas, par exemple, hein, quand ils sont usés, on les brûle. Donc, les gens recyclent dans le chauffage. Les tonneaux, hein, les vignerons qui recyclent leurs tonneaux, qui remettent du vin dedans pour leur consommation, quand le tonneau est fichu, ils le mettent à la cheminée. Bon. Les caisses, par contre, elles partent, c'est une perte pour la région, hein. Bon, donc, ça consomme énormément de bois. Alors, au début, moi, ça me semblait anecdotique, mais en fait, c'est un vrai problème. Si on se place d'un point de vue environnemental, c'est un vrai problème d'arriver à ravitailler en bois toute cette région. Alors, j'avais également deux autres éléments qui paraissent anecdotiques au premier abord, mais qui sont très sérieux. Le premier, c'est le soufre. Alors, le soufre, on commence à en utiliser au début du XVIIIe siècle pour purifier les tonneaux. Hein, parce que ça tue énormément de bactéries, hein, donc c'est plutôt une bonne chose pour après le vin, même si ça va transmettre des sulfites dans le vin. Mais en tout cas, ce soufre, hein, il n'est pas produit dans la région. Donc là encore, on va avoir un élargissement, hein, important. On va en acheter. Il vient d'Europe du Sud en général, hein, ce soufre. Alors, on ne consomme pas des quantités absolument énormes, mais c'est plus la région, hein, donc on est en train d'étirer le métabolisme, hein, comme on dit. Et puis le sucre. Alors le sucre, c'est la même chose, hein, c'est vraiment à partir des années 1770-80 qu'on commence à en consommer énormément pour la vinification des vins en bouteille. Hein. Jean-Rémy Mouette, dans les années 1790-1800, il en achète des centaines de kilos chaque année, hein. Donc ça commence à faire une consommation à l'échelle du vignoble qui est relativement importante, hein. Dans les années 1820-1830, c'est plusieurs tonnes, hein, de sucre qui sont achetées chaque année. Et là, le sucre vient des Antilles. Hein. Donc, on a un métabolisme qui va s'élargir. Le vin en bouteille, c'est, d'un point de vue environnemental, à ses origines, c'est un luxe absolument énorme et presque même irrationnel. Hein. Le vignoble n'a pas les forces pour soutenir ce processus-là, hein. Donc il faut aller chercher les matériaux ailleurs, hein, et c'est ce qu'on fait, ça fonctionne, hein, mais c'est d'un point de vue environnemental une rupture vraiment énorme. Et les vins en bouteille, évidemment, vont considérablement élargir ce métabolisme par la suite. Alors, je termine, hein, c'est ma conclusion. Ce que je voulais dire, il y a deux choses, hein. La première, c'est que d'un point de vue environnemental, le vignoble est vraiment un système, en fait, hein. C'est que le vignoble est dépendant des bois, dépendant des campagnes céréalières qui vont fournir en céréales tous ces travailleurs viticoles. Bon, donc ça, c'est un premier point au niveau de l'histoire de la région, hein. Le vignoble est un produit vraiment de la région, d'une région et pas juste d'une partie de la région. On voit qu'il y a des systèmes d'interdépendance entre le bois, le vignoble, le bétail également, hein, puisque le bétail du vignoble ne naît pas dans le vignoble, hein. On va l'acheter, il naît aux frontières de l'Argonne, qui est un pays naisseur, et on va acheter les animaux là-bas, hein. Donc sans ces ressources agronomiques, ces ressources en animaux, le vignoble ne pourrait pas vivre. Donc, c'est une chaîne d'interdépendance, hein. Quand on commence à aborder les choses d'un point de vue environnemental, on voit toutes ces chaînes d'interdépendance à l'échelle régionale et au-delà, à partir de la fin du 18e, c'est quelque chose d'absolument intéressant. Alors, la vraie question, mais c'est chacun qui peut y répondre soi-même, c'est que retenir pour le vignoble d'aujourd'hui. Donc, la première idée, c'est celle que je viens de donner, hein, un vignoble ancré dans un système régional. Le deuxième point, c'est la dimension collective aussi, hein. La monoculture viticole, c'est un système collectif, hein. C'est un système dense où il faut de la régulation, hein. J'évoquais tout à l'heure la question des insectes. Au XVIIIe siècle, il n'y a de lutte que collective, hein, et c'est parce que collectivement ça ne marche pas. Les vignerons ne veulent pas détruire leurs feuilles, hein, donc le pouvoir à un moment tape du poing sur la table en disant maintenant il y a une grosse amende pour les gens qui ne le font pas. Bon, donc on a cette régulation collective qui apparaît régulièrement. Et puis la question de la résilience, hein, qui apparaissait surtout dans les premiers points.
ce mélange des cépages, par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et cette capacité à renouveler, alors, en raclant les fonds de tiroir à l'époque, hein, le potentiel agronomique des sols, en trouvant du fumier là où on peut. Là, on a un exemple de résilience dans la longue durée qui est évidemment extrêmement intéressant. Donc l'histoire, ça n'est pas... l'histoire ne se répète pas, hein, mais je pense que l'histoire est une boîte à outils dans laquelle on peut trouver tout un tas de choses. Il y a plein de choses qui ne sont pas intéressantes hein, dans le passé. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes dont on peut se resservir. Voilà. Un grand merci, Benoît. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on va un peu manquer de temps. Si on lance le débat, à mon avis, je suis sûre que ça... Je dois à 20h. Alors, c'est toi qui nous dis, Benoît. Moi, je peux aller jusqu'à 20h. Alors, on peut lancer, parce que je pense qu'il y a plein de questions dans la salle et peut-être essentiellement dans la salle. Ce sera peut-être compliqué de prendre également les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Non. Alors, on va prendre quelques questions. Si ça a suscité des interrogations, Oui, il y a une question de Mélanie Darlan. Et je me ferai la gardienne de l'horaire, donc il y a peut-être un moment, je me permets. Bonjour, je sais pas, ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Très intéressant l'histoire du fumier, c'est vrai que c'est rigolo. Je voulais, je sais pas, poser des questions par rapport aux dates de vendange, notamment que vous avez répertoriées, qui sont pas nombreuses a priori, enfin où il y a beaucoup de trous. Les dates de vendange sont souvent liées à des types de cépages, en fait, aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai la chance de cultiver le fromenteau autant que le petit mélier. Et entre les deux, on peut avoir 3 semaines, 1 mois de différence de maturité. Donc, en fait, je pense que les dates de cépage peuvent être... Enfin, les dates de vendange peuvent être aussi liées à des cépages. Et par rapport au cépage, il y a aussi une chose qui m'a, je sais pas, qui m'a, comment dire, questionné, c'est par rapport au chardonnay, parce que je pensais que le chardonnay était beaucoup plus tardif que ce que disait Monsieur Bidet, c'est-à-dire qu'il était plutôt de la fin du 19e, début 20e. Voilà, ça c'est des informations qu'on a surtout de la Bourgogne, en fait, parce que le chardonnay serait arrivé de la Bourgogne. Et donc, le cépage blanc pourrait être du pinot blanc, qui avant s'appelait du blanc vrai, du blanc. Voilà, un peu la question par rapport à ça. Oui, c'est un peu loin pour moi, le chardonnay. Moi, il me semble qu'il est cité hein, dans les années 1800, 1810, 1820. Hein, mais il faudrait que je retrouve parce que là, de mémoire, c'est un petit peu loin pour moi. Hein. Mais oui, alors les cépages, oui, en effet, les dates différenciées. C'est un vrai problème parce que il y a des bancs de vendange qui sont très sévèrement respectés. C'est-à-dire qu'il est vraiment interdit d'aller dans les vignes avant. Et c'est un vrai problème d'ailleurs parce que en fait, en général, les vignerons veulent récolter relativement vite. Et c'est la date des propriétaires forains, comme on dit à l'époque, des bourgeois d'Épernay ou de Reims qui l'emportent, qui veulent un raisin à plus grande maturité, quitte à en perdre un petit peu. Donc c'est un vrai sujet de conflit en fait, social dans le vignoble, ces dates de vendange. Et en fait, certaines années, moi j'étais tombé sur à Istres en 1670, je crois, des vignerons enfin des femmes, parce que c'est des femmes qui vendangent en fait, hein, des femmes et des filles qui étaient interceptées par le sergent là, du coin, parce qu'elles vendangeaient depuis plusieurs jours dans les vignes et elles n'avaient pas le droit puisque la date n'était pas encore, les vendanges n'étaient pas encore ouvertes. Mais oui, c'est un vrai problème. Alors moi, ce que j'ai vu dans les contes d'un petit noble d'Épernay qui s'appelle Geoffroy, c'est que alors lui, il faisait passer 3 fois dans ses vignes. 3 fois. Donc une première fois à la date officielle pour prendre les meilleures grappes. Il faisait repasser une deuxième fois
pour prendre les grappes qui avaient mûri tardivement, donc 10 jours après. Et il faisait même repasser une 3e fois pour les raisins abîmés. Et il les récoltait quand même pour faire de la boisson pour ses domestiques. Donc, on a bien attestation de ces passages successifs. Hein. Mais par contre, je pense qu'il y avait des perdants hein, à ces bancs de vendange en fonction des cépages. En effet, des gens qui devaient perdre parce que leur cépage était plus précoce que les autres. Et moi, ce que j'ai vu dans les archives, c'est que les autorités, en tout cas, ces dates de vendange sont très respectées en fait. On n'a que quelques années où il y a eu des procès-verbaux parce que visiblement, c'était quand même assez respecté. Mais ouais, c'est ça, c'est dans les archives judiciaires d'Ailly, série B. Ouais. Bonjour, merci pour cette très belle conférence. J'ai une question. Vendange 1811 et la comète Napoléon, est-ce que c'est vrai, le vin de comète qu'après a repris Veuve Clicquot? Et une deuxième question, quand vous parlez de l'achat de sucre, c'est pour le liqueur d'expédition à l'époque ou c'est un autre, ou ça servait à autre chose, l'achat du sucre à l'époque? Merci. Dans mes souvenirs, le 28 1811, oui, je crois que c'est une très bonne année. Oui, enfin, en tout cas, oui, c'est attesté. Hein. Oui. Et puis pour le sucre, oui, c'est ça. Donc le sucre est rajouté avant. Donc oui, c'est en gros une liqueur d'expédition en fait. Hein. Alors qu'il varie selon les marchés. Hein. En Angleterre, on n'en rajoute pas. En Allemagne, on en rajoute beaucoup. En Russie, on en rajoute encore plus. Donc ça dépend. Mais et comme alors Jean-Rémy Moët, lui, appelait ça l'opération. Il disait opérer ses vins. Et donc en fait, c'est déjà en quelque sorte la marque de fabrique de chaque négociant qui avait son dosage personnel, quoi. Mais en rajoutant des quantités de sucre variables selon les destinations. Donc oui, ça s'apparente à des liqueurs d'expédition. C'est pas au moment de la vinification qu'on rajoute du sucre. Ça, c'est sûr. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir s'il y avait un impact sur la démographie, parce que vous avez dit que ça nécessitait beaucoup de main-d'œuvre, le vignoble. Est-ce qu'il fallait faire venir de la main-d'œuvre de l'extérieur, même en dehors des vendanges? Si ça avait un impact sur la société, sur les villes, est-ce qu'il y avait un habitat dégradé? Est-ce qu'il y avait des problèmes avec une démographie particulière? Merci. Alors, d'un point de vue, alors moi j'avais calculé pour la propriété viticole, c'est très très clair, au XVIIIe siècle, la population a augmenté d'un tiers dans toute la France, hein, donc dans le vignoble aussi, ni plus ni moins dans le vignoble. Et dans les registres d'impôts, justement, entre les années 1740 et les années 1770, la propriété moyenne était passée de 0,75 hectares à 0,5. Donc quasiment une perte d'un tiers en 25 ans. Donc là, à ce moment-là, ça a eu un impact très, très net. C'est-à-dire que la propriété s'est encore plus parcellisée à ce moment-là. Alors, par contre, en termes de niveau de vie, et là, j'ai essayé de faire un article là-dessus, de comparer avec d'autres régions, en particulier des régions pas viticoles. Et j'ai déjà commencé à travailler sur le sujet, sur des inventaires après décès, qui mesurent les biens, enfin, qui recensent les biens des personnes décédées. Et par rapport à la Sarthe dans laquelle je suis basé aujourd'hui, hein, qui a toute autre activité, il y a un peu de vignoble, mais surtout des polyculteurs, ils font surtout de l'élevage bovin, et le niveau de vie moyen me semble supérieur dans le Maine, dans la Sarthe, par rapport au vignoble. Donc la spécialisation viticole est coûteuse socialement, parce que les vignerons au XVIIIe siècle vivent, à mon avis, moins bien que d'autres catégories rurales comparables
dans d'autres régions. Ça, c'est quelque chose que je voudrais approfondir et voir si c'est le cas dans d'autres vignobles. Et il y a des chances que ce soit vrai, hein, parce que c'est des villages très peuplés, avec peu de terre, une forte concurrence entre les gens, des salaires qui sont là aussi, hein, quand je parlais de collectif tout à l'heure, le paiement de l'année viticole, le paiement du travail sur l'année, c'est au XVIIIe siècle, par exemple, c'est 40 livres par arpent dans les années 1740. C'est encore 40 livres au moment de la Révolution. Le coût de la vie a quasiment doublé à cette époque-là, avec la croissance démographique, justement. Donc oui, il y a des impacts et c'est pas c'est une société qui prospère parce que il y a beaucoup d'habitants, il y a des gens qui sont assez riches, mais le niveau moyen des vignerons, moi, me semble inférieur à celui d'autres régions. Merci pour la conférence. Très intéressant, s'il vous plaît. Vous pensez que peut-être des changements de climat ont donné des indices pour que les vignerons commencent à presser le raisin noir en blanc? Vous pouvez préciser parce que je n'ai pas... Pourquoi extraire le jus blanc des raisins noirs? C'est à cause du climat? C'est différent de Bourgogne? Pourquoi on a préféré, en gros, les cépages noirs à jus blanc dans la région? C'est une vaste question, j'en sais rien. Parce que c'est un choix de très très longue durée. En fait, moi, par la période que j'ai étudiée, ce qu'on appelle le vin, je l'ai travaillé dans ma thèse, ce qu'on appelle le vin gris, vin blanc issu de raisins noirs, il s'est imposé dans le courant du XVIIe siècle. Ça, on est à peu près sûr, sous l'effet de la demande. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on produisait, les cépages à jus blanc étaient déjà présents dans la région, mais comme on laissait les raisins cuvés, le jus était rouge et on faisait des vins rouges, hein, principalement, avec ces mêmes cépages-là. Donc, alors, ce n'est pas pour des raisons climatiques, c'est que la demande parisienne en particulier s'est vraiment orientée vers des vins blancs dans le courant du XVIIe siècle, qui étaient déjà les débouchés, hein, de la Champagne. Donc, en fait, les producteurs sont adaptés en gardant les mêmes cépages, en faisant du vin blanc. Donc, c'est plus pour des raisons strictement économiques, on va dire, que climatiques. On jongle entre les auditeurs dans la salle et les personnes qui nous écoutent à distance, mais on y arrive. Je pense qu'on va conclure avec cette dernière réponse, Benoît, pour respecter le délai imparti. Donc, un grand merci, Benoît. Un grand merci d'avoir proposé de poser un regard renouvelé sur un corpus de documents que tu avais étudié précédemment, mais dans un autre contexte, et là, donc, avec une nouvelle approche, une approche environnementale. Merci. Je voulais remercier évidemment la mission UNESCO, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de ce partenariat, puisque nous avions déjà proposé la conférence du mois d'avril dernier de proposer une conférence ensemble, et donc à nouveau, et je pense qu'on aura d'autres occasions l'année prochaine de jumeler nos cycles de conférences. Et donc, comme habituellement, je voulais finir et conclure en vous annonçant la prochaine conférence qu'on proposera à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Donc, ça sera mi-juin. On va parler de boissons fermentées le mois prochain, mais d'une autre boisson fermentée, on va parler de bière, de cervoise, avec une conférence que, comme tous les ans, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, on s'associe à l'INRAP pour faire venir donc des archéologues de l'INRAP. Et donc là, 2 archéologues viendront nous parler de découvertes archéologiques récentes autour des boissons fermentées et notamment de la bière et bien sûr du vin.
Donc, c'est Marion Sorel, céramologue, qu'on connaît bien au musée, parce qu'elle nous a beaucoup accompagnés pour la production de contenu pour la section archéologie, et un archéologue qui, je crois, est alsacien, Mathieu Michler, donc, qui viendront le jeudi 15 juin à 18h30 pour cette thématique autour des boissons fermentées et particulièrement de la bière. Et je voulais également vous dire que pour les Journées européennes de l'archéologie, donc du vendredi 16 au dimanche 18 juin, donc le musée sera accessible en entrée libre, comme tous les ans. Et on aura différentes animations, ateliers, visites autour de la bière et des boissons fermentées. Et on recevra des étudiants d'Avis Viticampus qui nous présenteront leur filière, la filière brassicole. Parce qu'on n'apprend pas qu'à faire que du vin et du champagne à Avis Viticampus. Ils viendront donc nous présenter cette filière et plus particulièrement nous faire goûter, déguster la bière d'Avis Viticampus. On pourra même acheter cette bière. Donc, durant ces JEA, ces Journées européennes de l'archéologie, et c'est également un grand plaisir de pouvoir mettre en œuvre ce partenariat avec le lycée viticole d'Avis. Sur ce, je vous remercie tous et je remercie également les personnes qui nous regardent à distance. Si ce propos, peut-être que Séverine aurait pu le faire également. Merci à tous et très bonne soirée.